droite, marche. Breton, halte. Par le flanc gauche, à gauche. Monsieur Briganti. Ici. Monsieur Devaquer. Ici. Pour l'ensemble. Sabre. Main. Amis du 10e escadron, messieurs les élus, madame et messieurs les descendants, nous sommes réunis ce matin pour une commémoration en l'honneur du chef d'escadron, François-Paul Berthier. En effet, le cimetière va perdre sa tranquillité pendant un moment pour rendre hommage à une personne d'exception. Il y a des périodes dans l'histoire qui se dégagent par leur caractère grandiose et héroïque. Les périodes de la Révolution française et du Premier Empire sont de celles-là. La géopolitique de l'époque et les nombreuses guerres contre la France des pays coalisés ont permis de fédérer la nation et de bousculer la population d'un pays, d'une région, d'une commune. Des destins formidables ont émergé et se sont vus propulsés sur le devant de la scène historique par leur courage, leur bravoure et leur inébranlable loyauté envers leurs frères d'armes et leur patrie. Souvent, ces jeunes personnes, issues de foyers plus que modestes, destinées à aider leur famille dans le labeur quotidien, se sont vus propulsés par la destinée à des rôles bien plus grands que prévu. C'est ce qui s'est produit pour François-Paul Berthier. Barolin, né en 1772, il rentre au service militaire à 15 ans en 1789, 2 ans après le décès de Gaspard Berthier, son père. Le 10e escadron a voulu rendre les honneurs à ce brave, en particulier, étant donné que notre association reconstitue les chasseurs à cheval de la garde impériale, ex-guide à cheval de Bonaparte. François-Paul a intégré ce régiment à sa création jusqu'en 1806. Il a à son actif les 2 campagnes d'Italie, la campagne d'Égypte, les campagnes d'Allemagne et de Prusse sous cette arme. Vous pouvez voir ici devant mes camarades égyptiens en tenue de guide à cheval de Bonaparte, équipés du burnou, cap spécialement utilisé pendant la guerre d'Égypte, pendant la campagne d'Égypte. Je vais maintenant vous énumérer les états de service du chef d'escadron François-Paul Berthier. Entré au corps au 4e régiment royal d'artillerie légère à pied le 21 septembre 1789. A participé aux campagnes de 1791 et 1792 à l'armée des Alpes. Est passé au 5e d'artillerie à cheval le 15 avril 1792. Est promu brigadier le 25 avril 1793. A participé au siège de Toulon en 1793. Est resté à l'armée des Pyrénées en 2 et en 3. Est promu à l'artillerie des guides à cheval du général en chef Bonaparte le 15 prairial en 4. A participé à la première campagne d'Italie en 4 et 5. Promu maréchal des logis le 6 Thermidor en 6 après la bataille des Pyramides. A fait la campagne d'Égypte et de Syrie en 6 et 7. Promu lieutenant en second le 10 Mirador en 7. Passé pour son grade dans la garde des consuls le 13 Nivose en 8.
a participé à la deuxième campagne d'Italie, notamment à Montebello et Marengo. Promu lieutenant en premier dans la garde des consuls le 15 Ventose en 10. Est resté à l'armée des côtes de l'océan en 12 et 13. Promu légionnaire de la Légion d'honneur le 12 Brumaire en 13 à la première distribution au camp de Boulogne en remplacement de sa grenade d'honneur. Promu capitaine en second le 4 complémentaire en 13. Passé pour son grade dans le nouveau corps d'artillerie à cheval de la garde impériale le 15 avril 1806. Promu capitaine en premier le 1er mai 1806. Il participa à la campagne d'Allemagne et de Prusse jusqu'à Friedland en juin 1807. Il suivra son régiment en Espagne en 1808, où le 2 mai de cette année-là, pendant la révolte de Madrid, il fut l'un des officiers blessés gravement à la porte Fuencarral à Madrid. Un boulet de canon au bras lui paralysera partiellement les extrémités supérieures et inférieures gauches, qui resteront atrophiées suite à la maladie grave qui résulte de cet événement. Son état ne lui permet pas de reprendre du service tout de suite. Promu chef d'escadron commandant de place d'armes le 27 novembre 1809. Fait chevalier d'Empire le 31 août 1810 sur ordre de Napoléon. L'empereur lui confia le commandement de la ville de Leeuwarden, département de la Frise, en Hollande, le 6 mars 1811. Il ne resta que jusqu'au 5 septembre suivant à cause de son état de santé. Nommé commandant de place de Porto Ercole, en Italie, le 17 mai 1813. Il resta jusqu'à l'abdication de Napoléon. Nommé commandant supérieur de la place de Laffère dans l'Aisne, le 29 mai 1815, après un entretien avec l'empereur lors de l'envol de l'Aigle. Il quitta la ville en 1816 avec les honneurs. Mis en retraite le 9 avril 1816. Officier de la Légion d'honneur le 21 février 1854. Le capitaine. Peloton. Présenté. Sabre. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence. Monsieur l'inspecteur en revue, veuillez remettre au nom de l'association du 10e escadron la plaque commémorative, souvenir d'un glorieux passé, témoin de son passage égyptien aux couleurs de ses armoiries de chevalier d'Empire. Bien joué. Portée. Sabre. Les lettres d'époque soulignent les hauts faits de François-Paul Berthier. J'aimerais vous lire quelques-uns de ces témoignages pour se rendre compte de la destinée de cet homme. Lettre du préfet de l'Isère, M. Bayrard, à M. le maréchal, ministre de la guerre, Grenoble, le 14 avril 1853. Je vous demande la permission de recommander à votre bienveillance, votre haute bienveillance, M. Berthier, ancien chef d'escadron d'artillerie de la garde impériale, domicilié à Barreau, qui sollicite une augmentation de sa pension de retraite ou un grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur. J'ai l'honneur d'énumérer ici les titres du commandant Berthier à cette marque de distinction. Monsieur Paul Berthier, né le 25 novembre 1772, est entré au service militaire à l'âge de 15 ans. Incorporé dans un régiment d'artillerie, il a eu le bonheur de faire partie de la batterie surnommée la batterie des hommes sans peur. Vous pouvez voir un élément que j'ai représenté ici. Dans laquelle l'empereur Napoléon Ier fit ses premières armes au siège de Toulon et d'être placé comme brigadier sous les ordres même et du jeune Bonaparte qui commandait cette batterie. Dès ce moment, Berthier fut non seulement le compagnon de guerre, mais l'ami intrépide et dévoué de l'empereur, qui lui donna plus d'un témoignage d'estime et d'affection. Il fit à ses côtés les campagnes d'Italie, d'Égypte, d'Allemagne, d'Autriche et d'Espagne. Sa vie militaire n'est,
En un mot, une longue série d'actions d'éclat, et il reçut plusieurs armes d'honneur et la croix de chevalier à la création même de l'ordre impérial de la Légion d'honneur. Mais ce qui témoigne bien haut du courage et du dévouement de ce brave officier, c'est qu'il est parvenu, quoique sans instruction préalable dans l'artillerie, au grade de chef d'escadron d'artillerie de la vieille garde, et qu'au moment où l'Empire succomba, il allait recevoir pour une dernière action d'éclat les épaulettes de colonel. Ce brillant fait d'armes, qui devait assurer au commandant Berthier une récompense promise par Napoléon en présence des généraux Caffarelli et Friant, mérite d'être signalé à votre attention et porté à la connaissance de l'héritier du trône impérial. C'est la défense de la place de l'affaire pendant les 100 jours. C'est la défense de la place de l'affaire pendant les 100 jours. L'empereur, à son retour de l'île d'Elbe, reçut à bras ouverts le commandant Berthier et, le 29 mai 1815, il lui fit adresser par le maréchal Prince d'Eckmühl, ministre de la guerre, sa nomination comme commandant supérieur de cette place. Ce brave officier remplit sa mission avec héroïsme. Il résista jusqu'au bout à un blocus de 5 mois et sauva à la France, avec l'honneur de ses armes, un matériel de guerre de 8 millions. Licencié, frustré du grade de colonel, M. Berthier fut mis à la retraite et reçut, pour toute récompense de 28 ans de service, de 18 campagnes et de plusieurs blessures graves, une pension de 1300 francs. Une dotation de 1000 francs qu'il tenait de Napoléon Ier fut réduite à 250 francs. De retour dans ses foyers, le commandant Berthier, aujourd'hui âgé de 81 ans, est toujours resté fidèle à la mémoire de l'empereur. C'est avec enthousiasme qu'il a vu le rétablissement de l'Empire et qu'il a acclamé Napoléon III. Voilà certainement, monsieur le ministre, une belle carrière militaire. Je me félicite d'avoir à vous le faire connaître et je vous prie instamment de vouloir bien signaler à l'empereur ce vieux compagnon d'armes de son oncle, qui est digne à tous les égards de la récompense qu'il sollicite de sa majesté. Lettre suivante. Délibération du conseil municipal de la ville de Lafère, département de l'Aisne. Extrait des registres du conseil municipal. Ce jour, 3 juin 1816, le conseil municipal assemblé pour délibérer sur le vœu général des habitants de cette ville d'offrir une épée à M. Berthier, ancien lieutenant du roi, commandant supérieur de la place, et en cette qualité, président du conseil de défense, en reconnaissance des services importants qu'il a rendus pendant le siège et le blocus, en conservant au roi le dépôt précieux de l'arsenal et aux habitants leurs personnes et leurs propriétés. Considérant que le zèle, la fermeté et la prudence qu'a montré M. Berthier pendant les 4 mois de blocus ont préservé cette ville de tous les malheurs qu'elle aurait pu éprouver si elle eût été prise ou livrée par voie de capitulation, que sa conduite au-dessus de tout éloge lui mérite de la reconnaissance, arrête ce qui suit. Une épée à poignée en vermeil sera offerte à M. Berthier. D'un côté, elle portera l'inscription au commandant Berthier, la ville reconnaissante. De l'autre côté, blocus de l'affaire du 26 juin au 5 novembre 1815, et sur la coquille, les armes de la ville. Cette épée lui sera envoyée sans délai, avec expédition, tant du présent arrêté que de la lettre flatteuse de M. le marquis de Nicolai, préfet du département de ce jour, qui a autorisé présent acte. Fait à l'hôtel de ville les 10 jours et ans. Signé Massary de Lille, maire de la Ferté. Extrait de la lettre d'envoi de l'épée de M. le maire de la Ferté. Veuillez, de retour dans vos foyers, vous souvenir quelquefois d'une ville qui s'entretiendra toujours de vous avec le plus vif intérêt et être persuadé qu'en cessant d'être son chef militaire, vous emportez les regrets de tous les habitants. J'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé Massary de Lille. Dernière lettre. Lettre du général Guillaume Hausen, commandant du blocus de l'affaire, côté prussien. Le 5 novembre 1815. C'est avec plaisir que j'ai l'honneur de vous prévenir, monsieur, que selon des ordres supérieurs que j'ai reçus, je ferai retirer les avant-postes ce soir pour débloquer et rendre libre la forteresse de l'affaire. Je vous félicite, monsieur, d'autant plus et de tout mon cœur, comme il m'est agréable d'avoir été choisi pour vous témoigner la plus haute considération de nos généraux, ainsi qu'à la brave garnison sous votre commandement. Je vous laisse maintenant, mon général, remettre cette gerbe de feu. Merde, excusez-moi. Mon capitaine, je vous laisse remettre
avec un de vos chasseurs, la gerbe de fleurs au nom du 10e escadron, symbole de la gloire passée, du souvenir retrouvé de ses campagnes révolutionnaires à napoléoniennes en tant qu'artilleur. Monsieur Busson, remettez. Sabre. Mettez-vous à côté de moi. Monsieur Busson, sabre. Main. Présentez. Sabre. Que cette composition florale éclaire tous les soldats qui ont participé aux guerres de la Révolution et de l'Empire, qui reposent dans ce cimetière, pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans la mémoire des Barolins, de leur descendance et des gens passionnés. Il est de votre mission, chers élus de Barreau, de faire rayonner de temps en temps votre glorieux passé en mettant en avant les hommes exceptionnels, comme les 4 ci présents de votre cimetière, ces hommes trop souvent oubliés. Merci. Portez. Sabre. Messieurs, dames, nous avons fini la cérémonie pour François-Paul Berthier. Nous allons maintenant passer à la scène de M. François-Cyprien de Tardiville-Ducaille. Pour vous Je vous trois. laisse reculer un petit peu. Par le pour flanc que nos gauche. soldats puissent- À gauche. En avant. Marche. Dans l'ordre. 1, 2, 3. Par 1, défilé. D'accord. Ici. Ici. Il nous reste 3 stèles à commémorer. Je vais être beaucoup plus concis sur les 3 dernières. Je vais vous nommer les états de service de François Cyprien de Tardiville de Caille, né le 27 mai 1773, qui repose sur cette stèle. Monsieur a débuté sa carrière comme simple soldat par effet de la réquisition et a été fait de suite fourrier au 4e bataillon du Vaucluse le 8 octobre 1793 à l'âge de 20 ans. A participé au siège de Toulon, s'est retrouvé à la prise de la redoute anglaise. A été nommé adjoint au génie dans le corps du génie, le 17 prairial en 2. A été employé dans les places de Toulon et de Montmélian. Au 1er Ventose en 4, il est élève sous-lieutenant pendant 10 mois à l'école de Metz. Nommé lieutenant dans le corps du génie le 1er Nivose en 5, il est affecté à l'armée de Sambre-et-Meuse. Il a notamment été employé au Luxembourg. En 7, il passe à l'armée du Rhin pour le renforcement des défenses du vieux Brisac. En 8, il passe dans l'armée d'Helvétie de réserve où il participe à l'attaque du fort de Bar, du passage du Pô et à la bataille de Montebello. Il est promu capitaine le 29 Frimaire en 8. En 9, il passe à l'armée d'Italie où il est employé à faire de la reconnaissance.
En 1806, dans la Grande Armée, employé dans les places de tête de pont. 1807, au siège de Danzig, a été fait légionnaire de la Légion d'honneur pour la prise de l'île d'Olme. 1808, affecté à l'armée du Danemark. 1810, passe à l'armée de Catalogne et d'Aragon, participe au siège de Tortosa. Promu chef de bataillon à la fin du siège, le 2 mars 1811. Participe au siège de Tarragone, il reçoit une dotation de 500 francs. 1812, participe au siège de Valence. 1814, affecté à l'armée d'Italie, il est employé dans les places fortes, dont le Fort Barreau, à partir de juin 1814. Promu officier de la Légion d'honneur le 31 janvier 1815. 1815, participe à la défense du Fort Barreau par les Autrichiens. Nommé chevalier de Saint-Louis le 20 septembre 1816. Pour le chef de bataillon François Cyprien de Tardivy-de-Caille, mon capitaine. Breton, présentez. Ça. Portez. Ça. Je vais maintenant vous énumérer les états de service de Hugues Mermet, ici reposant, né le 13 mai 1775. Est entré à l'armée comme sapeur du 2e bataillon, le 14 Germinal en 2. A fait 17 campagnes de la Révolution et de l'Empire jusqu'au 1er juillet 1811. Principales campagnes en 2, 3, 4, 5, 6 et à l'armée d'Italie où il a été fait prisonnier. Celle de l'an 9 et 10, l'armée des côtes de l'océan. Celle de l'an 14, 1806, 1807, 8, 9 et 10 aux armées d'Allemagne et d'Espagne. Promu chevalier de la Légion d'honneur le 26 mai 1807. Est élevé au grade de capitaine adjudant-major au 2e bataillon de sapeurs le 22 juin 1809. Promu officier de la Légion d'honneur le 29 mai 1810. Il a demandé sa mise en retraite pour les blessures suivantes le 12 juillet 1811. Extrait de ses états de service. Est atteint de faiblesse et de gêne dans les mouvements de l'extrémité abdominale droite à la suite d'un coup de feu qui a traversé l'extrémité inférieure de la cuisse, reçu à la Fer d'Astorga le 17 avril 1810. Il est en outre atteint par la suite de cet accident de varices et gonflements. Est atteint d'une vue très faible à la suite d'une cécité pendant quelques mois. Pour le capitaine adjudant-major Hugues Mermet, mon capitaine. Présentez. Ça. Portez. Ça. Nous allons maintenant nous diriger vers la stèle de Monsieur Friol qui se situe à l'entrée du cimetière. Alors je vous laisse prendre place et laisser un peu d'espace pour les chasseurs. Merci. Comme c'est un peu compliqué pour manœuvrer dans une autre formation, individuellement, vous allez reprendre la formation des marches sur 2 fils, comme on a fait pour entrer dans le cimetière. Allez, face à moi. Tu rentres dans les rangs, monsieur Monségur. Regardez-vous. En avant. Marche.
État de service de Pierre Friol, né le 23 octobre 1789. La Constitution, est entré en service en qualité de soldat dans le régiment de fusiliers-grenadiers de la garde le 2 avril 1808 à l'âge de 18 ans. A participé à la campagne d'Espagne en 1808. Promu sergent au 3e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde le 10 avril 1809. A participé à la campagne d'Autriche de cette même année. A participé aux affaires d'Espagne de 1810 à 1812. Passé sous-lieutenant au 10e régiment de tirailleurs de la Garde impériale le 8 avril 1813. Il participe à la campagne de Saxe. Est blessé d'un coup de feu à la poitrine le 26 août 1813 à Dresde. Nommé chevalier de la Légion d'honneur le 28 septembre 1813. Promu lieutenant le 23 octobre 1813. Il passe au 63e de ligne le 29 août 1814. Rentré de ses foyers à la suite d'un licenciement de l'armée le 21 septembre 1815. Nommé lieutenant à la Légion de l'Isère le 1er janvier 1816. Promu capitaine le 26 mai 1816. Il fut maire de Barreau de 1844 à 1855. Pour le capitaine Pierre Friol. Le capitaine. Présentez. Sabre. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'honorer la mémoire de Pierre Friol. Pierre Friol, entré au régiment des fusiliers-grenadiers de la Garde impériale en 1808, passé sergent au 3e tirailleur en 1809, sous-lieutenant puis lieutenant du 10e tirailleur en 1813. Il sert en Espagne, Autriche, de nouveau en Espagne de 1810 à 1812, Saxe, où il reçoit un coup de feu à la poitrine à Dresde et en France. Ici repose Pierre Friol, commandant en retraite, officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Charles de Troyes d'Espagne, maire de sa commune de 1844 à 1855. Il décédera le 10 juillet 1855. Ici s'achève cette cérémonie. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci aux descendants, au 10e escadron, aux élus. On a eu de la chance avec la pluie. C'était pas gagné. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette participation à tous. Portez. Sabre. Capitaine, ordre libre. La mairie de Barreau, vous les remercier pour l'histoire, le dévouement de votre association, la mémoire des soldats napoléoniens. Je vous remercie. Merci à vous. Porteg. À moi. Monsieur Lucien, à moi. Monsieur Chabot, à moi. Voilà, les cours, à moi.
Peloton, garde à vous. En avant. Marche. Gauche. À gauche. Marche. Gauche. Voilà. C'est n'importe quoi, c'était très bon mandat. Bon, ben, merci à vous. Et vous aussi, alors, repartez. Merci à vous. Merci. Ça roule, moi, c'est bon. Et alors, c'était pas toujours. Non, c'est que du bon, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Il y a des opinions, mais on s'entend pas. On s'entend gauche. Gauche. Portefeuille, un peu en avant. Marche. Remettez. Ça. En tout cas, merci messieurs, merci pour votre dignité, votre cérémonial. C'était parfait. C'est tout ce qu'on peut attendre des chasseurs à cheval de la garde et des boss. Merci beaucoup. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive le général Bonaparte! Messieurs, rompez les rangs. Vive l'empereur. Sa consommation, c'est quoi? Moi, j'ai un 20 litres au temps pour le vide. C'est un 50 milliards pour Ça dépend. Ah bah tout vivrait dessous. C'est marrant. Hein. Pédalage et le débrayage. Ah vache, c'est le double débrayage. Il y a pas de synchro. Combien il y a de vitesse? T'as vu la marine, monsieur, comme il conduit? Mais les boîtes filaires, elles ont un accessoire qui permet de faciliter le passage. Combien de vitesse? 5. Allez, 300. Quoi? Il y a les petites vitesses à l'époque. Il marche bien le moteur. Il a eu d'autres utilisations, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il a aussi servi de réfectoire. On y accueillait aussi les familles des prisonniers, puisqu'on a eu des prisonniers à Fort-Barreau, je vais en un peu plus tard. Que vous dire de plus? Forcément, c'est un arsenal, qu'est-ce qu'on y range? Les armes. Les armes. Je vous apprends rien là-dessus. Comment il fait ça bien? On peut faire une entrée et une sortie à cet arsenal pour faciliter la circulation. On range les armes et cours au rez-de-chaussée, enfin sur le rez-de-chaussée forcément.
Et voilà, donc, on va pour ressortir tranquillement. Je viendrai vite, parce qu'on m'a dit que vous étiez pressé. Vous avez rendez-vous? Pas plus que ça. Pas plus que ça? Oh non, on est pas passé. Bon, on va ressortir tranquillement. Si je finis à 14h, ça Faut manger aussi. Écoutez, je vous invite à ressortir tranquillement et puis on va se diriger sur votre gauche. On vous demande, s'il vous plaît, 2 minutes. On a la musique sur Napoléon. Ça va prendre 5 minutes. Et c'est une de ses plus grandes victoires. Attends, si. Mais au lieu de vous lire tout ce qu'il y a sur les murs, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du fort. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que le fort s'appelait Saint-Barthélemy. C'était le premier nom du fort. Et ce fort n'était pas français, il était savoyard. On est sur un fort savoyard. Mais que fait un fort savoyard dans le Dauphiné? Petite taquinerie stratégique, il ne faut pas oublier, de Charles-Emmanuel Ier de Savoie. À ce moment-là, qui est roi de France? On est en 1597. Henri IV, exactement, un connaisseur. Henri IV est roi de France. Il est en train d'apaiser les tensions du royaume du point de vue des religions. Son cousin fait construire un fort sur son territoire, il le fait appeler Fort Saint-Barthélemy. Ça lui plaît pas trop. Pendant ce temps-là, le duc de Lesdiguières, à la tête du Dauphiné, lui laisse faire la construction. Pourquoi? Parce que le fort est bien situé. Et surtout, les Savoyards qui payent. Donc, on va les laisser terminer. Et une fois que le fort sera achevé, on attaque le fort et on va prendre le fort. Là, vous avez une maquette du fort tel qu'il était à la période savoyarde, moins, je précise, des parties en blanche. Les premières parties blanches sont réalisées au début du XVIIe par les Français. Donc on a ce bâtiment, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et
la deuxième entrée. Parce que l'entrée par laquelle vous êtes passé tout à l'heure, c'était la troisième entrée du fort. Il y a eu tout d'abord l'entrée savoyarde, juste en face de vous, forcément du côté de la Savoie. Ensuite, les Français ayant pris le fort, on va faire changer l'entrée de place. Donc sous Jean d'Aubin sont fait faire l'entrée de ce côté. Alors on ne verra pas aujourd'hui du coup, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur l'entrée du pavillon, mais il y avait sous la végétation un point de passage qui rentrait directement dans le bastion et permettait aux soldats, à tout le monde de rentrer dans le fort. Mais près d'un siècle plus tard, un certain Vauban passe par là, à 2 reprises même, 1692 et en 1700. Vauban fait faire beaucoup de travaux, alors il n'est pas forcément tout le temps là, mais il donne ses indications, et parmi ses indications, il fait faire changer l'entrée. Il vient couper ce bastion ici, qui devient une demi-lune, et cette fois-ci, c'est la troisième entrée par laquelle vous êtes passé tout à l'heure. Troisième entrée du fort, qui, au-delà du fait qu'elle soit grandiose, digne de son roi Louis XIV, est bien défendue par les 2 fameuses demi-lunes, plusieurs points de passage avec des ponts-levis, un pont dormant qu'on pouvait détruire facilement en cas d'attaque, et derrière 2 grosses portes, vous les avez vues, peut-être, 20 cm d'épaisseur, chêne massif, elles sont d'époque, elles ont plus de 300 ans, elles sont cloutées. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elles sont cloutées? C'est pour pas qu'elle se fasse enfoncer par les... Alors, c'est idée, mais c'est pas enfoncé. Contre le feu, brûlé, pas contre le feu, ni brûlé. Avec quoi est-ce qu'on pourrait? Les canons? Non plus. Quelque chose d'individuel qu'on pourrait utiliser pour casser du bois. Des haches. Des haches. On peut dévier les coups, voire abîmer les haches. Donc, on la cloute. C'est pour ça qu'il y en a 2 comme ça. Entre ces 2 portes, on avait non pas une herse, mais des pieux de bois qu'on faisait s'abattre. Donc au-dessus, en fait, on avait ce qui s'appelait la chambre des orques. Ces orques, c'est ces pieux de bois qu'on faisait tomber. Et donc forcément, pour passer, il faut les soulever, il faut les casser. C'est pas évident. Notre objectif est de ralentir au maximum les troupes adverses. Deuxième porte par la suite. Alors nous, on ne s'y est pas arrêté. Je ne pouvais pas vous faire le secteur, mais la deuxième porte, il y a un éclat au niveau du verrou. C'était fait au cours d'une des attaques. Je laisserai Patrick en parler juste après. Donc ça, c'est l'entrée du fort. Vous avez le fort tel qu'il était à la période savoyarde, et je vous invite à passer juste derrière. Il y a un vrai système. Il a remonté ça. Je laisse commencer par là. Non. Ah, ok. Elle marche encore. Elle marche encore. Je vais vous rapprocher juste un petit peu. On va jouer à un petit jeu. Avant de s'allonger, c'est quoi la profondeur reculée? Alors, on va envoyer des bancs, on va pas pousser les jambes. Sous l'eau ou On a dit 32 mètres. 42 équipes, 232, 540. Aurélie, dis-moi en nombre de mètres. Alors, on a quelqu'un qui est quasiment à côté, en fait on est sur 47-48 mètres de profondeur. Ah, j'étais à 42. C'est pas bien loin, Ah, on ne descend pas dans les arbres. En fait, ça venait chercher une source, ça venait chercher une source qui alimentait la fontaine. Alors, on dit avant parce que depuis ça a changé. Vauban est passé par là et tout d'abord, il fait faire ce bâtiment avec cette poutre à l'épreuve, je vous disais tout à l'heure, à l'épreuve des bombes, à l'épreuve des tirs. Il faut aussi faire ce système qu'on appelle le piquage à l'écureuil. Ça va pour y mettre un écureuil dedans, bien évidemment. On y met un homme qui rentre dedans. Un homme? Ah ouais. Tu veux mettre quoi? Un écureuil dans la cage, Pierre. Les hamsters. Ah, on a Pierre qui va aller dans la cage. Un bonnet. Dis Pierre, là. Il y a l'écureuil. Ah, il va faire l'écureuil, Pierre. Mais il peut y aller aussi, là. Ah, je peux le faire l'écureuil avec. Non, elles sont bien. Non, il a tout très bien mis, là. Il n'y a pas de Le souci. mousqueton. Il va faire l'écureuil. Ah oui, ça tourne encore. Ça tourne encore, vas-y donc. Regarde le président qui fait tourner la roue. Les cordages montrés juste ici et de l'autre côté. Ah, d'accord. Ah oui. Remontez l'eau. Et là, ça fait tourner Pas ça. forcé, hein. Et ça fait monter. Une centaine de livres par saut. C'est pas mal, mais c'est pour ça qu'on a ce système. Parce que si vous téléchargez l'eau au fond, La corde est trop courte, ça ne peut pas aller bien. c'est pour ça qu'on a ce système.
Ah, d'accord. Ouais. Mais 100 litres, ça doit être lourd à sortir. Qui c'est qui fait ça? Non, mais ça, il suffit de marcher là. Et en marchant, ça se fait tout seul, ça fatigue pas. Oui. Ça ne force pas. D'accord. On marche une personne là. Oui. Ils montent pas le boulot à la forêt. Et ça tourne la corde et ça peut remonter donc un saut de 100 litres. 100 kilos quoi. 100 kilos. Plus le poids du saut. Ah, le saut. Donc tu manques jamais. Donc je suis pas trop mal. Reste 4 minutes, ça devrait le faire. Nous voici dans la chapelle de Fort Barreau, chapelle qui est réalisée sur le Var, au 18e ou sous Louis XV, et qui a connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une histoire assez mouvementée. Tantôt elle va servir d'espace de repos, tantôt de gymnase, mais bien évidemment aussi toujours de lieu d'office. Une première vague de grosse, on va dire, restauration va être faite après la Seconde Guerre mondiale, alors que les prisonniers allemands sont à Fort Barreau. Et notamment, un certain Robert Haas, pour ceux qui ont déjà regardé, va, avec d'autres prisonniers, réaliser ces fresques que vous avez sur les murs. Alors, fresques qui ont été un petit peu abîmées avec le temps. Il faut savoir qu'il y a eu une restauration à l'œuf, avec une technique à l'œuf. Le problème, c'est qu'avec le temps, vous voyez, ça s'écaille un petit peu. C'est dommage. Et petite particularité ici, c'est carrément resté un petit peu. Bon. Il faut savoir que Robert Haas n'a pas vraiment de langue française, il a vécu en France, mais moi j'aime bien le préciser quand même. Tout dans l'ancien personnage j'imagine, parce que oui, les casques romains. Ici, les casques italiens. Moi je trouve que voilà, quelqu'un qui aime bien le français. Il y a des louches. Il y a des louches. Alors, on va terminer sur une petite anecdote avant de conclure cette visite. Tout à l'heure, on parlait des gouverneurs qui étaient forts. Certains, même ce matin, pendant la cérémonie, ont vu sur une pierre tombale le nom de Maximi. Oui. Il y a eu un gouverneur de Maximi à Fort Barreau. Le gouverneur de Maximi a eu un enfant mort très jeune, c'est je crois, décédé à la deuxième jour, qui est enterré à Fort Barreau. Dans la petit lien avec l'actualité, puisque Maximi, c'est Antoine de Maximi, qu'on connaît pour l'émission Gérardien chez nous. Donc comme ça, même l'histoire du fort des siècles en arrière continue à avoir des échos aujourd'hui. Et pour conclure en beauté, ça aurait été sympa avec un détail de commémoration qui était dans le plus, de célébrer ça avec une Marseillaise, sauf que, vous le savez mieux que moi, sous l'Empire, la Marseillaise était interdite. Alors nous, on a décidé de vous proposer autre chose. Ça va? Oui.
Ça fait rien, les violets aussi, ils sont très beaux. Hein. Oh, et les roses et les violets. Je n'avais pas vu la différence de couleur, mais en fait. Il y a une légère différence. Oh là là, les poissons. Oh, le dessus de. Oh le lait, en fait. Les poissons, ils sont dans l'eau. Une marque. C'est sûrement un hasard. C'est sûrement un hasard. On en reparlera. Juste, je vous montre ça pour le moment. Non, c'est beau au départ. Donc là, la pression est due uniquement à la différence de niveau de la retenue. Ouais.